on va commencer. Mais bonjour à tous, merci d'être venus à l'espace Mendès France. Aujourd'hui, dans le cadre d'un projet mené à l'Université de Poitiers, j'ai le plaisir d'accueillir Colline Levasseur et Julie Jadot, deux étudiantes qui sont en master deuxième année en ingénierie de la santé à l'Université de Poitiers. Et donc là, elles préparaient un projet autour du tardigrade dans le cadre d'un concours international de biologie moléculaire. Et elles vont vous expliquer pourquoi elles s'intéressaient à cet animal qui a au super pouvoir. Voilà, je leur laisse tout de suite la parole. Alors, on nous a présenté vite fait. Donc, on est deux étudiantes en dernière année de master. Donc, cette année, on a fait un projet sur les tardigrades qu'on voulait essayer de présenter au plus de monde possible et essayer d'un petit peu faire connaître le tardigrade à tout le monde et essayer d'un petit peu faire de la vulgarisation scientifique à travers ce projet-là. Désolée si des fois il y a des erreurs ou qu'on ne sait pas répondre à des questions. Donc, comme j'ai dit, on est étudiante, donc ça ne sera pas parfait. Mais en tout cas, on a essayé de donner le maximum dans cette petite conférence. Donc, juste pour se présenter rapidement, pour participer au concours international de biologie iGEM 2022, dont on vous a parlé tout à l'heure, on a monté notre association. Donc, on est 5 étudiants à la base, donc on a pu être que 2 à venir aujourd'hui vous présenter ce projet. Mais donc on est 5. Nous sommes tous dans le même master et nous avions un projet universitaire, donc nous devions trouver une idée à mener en laboratoire durant toute notre année universitaire. Nous, on a eu l'idée donc d'étudier le tardigrade et on vous dira un petit peu après quelle particularité de cette espèce nous a intéressés. Et donc, pour participer à ce concours, on a eu besoin de fonds, de financement. Et donc là, nous, ce qu'on a fait depuis septembre, finalement, c'était plus de la recherche de fonds, de la création d'associations, de la communication, pour ensuite donc participer, rémunérer des stages qui travailleront sur le projet, sur notre idée scientifique, pour le présenter donc en 2022 à ce concours international de biologie. Donc, lors de cette conférence, on va vous faire un petit jeu, donc, qui veut gagner des tardigrades. Donc, ce petit jeu, il va être fait avec des petites pancartes faites par nos soins. Donc, voilà, c'est du travail d'étudiant avec les moyens du bord. Donc, vous aurez 2 pancartes par personne. Et donc, sur chaque face, on va avoir A, B, C, D. Et donc, vous allez avoir des petites questions où vous devrez répondre A, B, C ou D. Des fois, il peut y avoir plusieurs réponses. Donc, attention, il y a des petits pièges. Et voilà, on va voir un petit peu vos connaissances déjà sur cette espèce et ce qu'on peut faire avec, les hypothèses qu'on a émises. Donc après, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de réponse, il n'y a que des bonnes réponses, on va dire. Et après chaque question, on va pouvoir un petit peu vous expliquer pourquoi c'était cette réponse-là, en fait, tout simplement. Donc on va commencer avec notre première question. Oui. Ok, donc, tu veux revenir en arrière, s'il te plaît? Le tardigrade, voilà, donc l'espèce, l'être vivant dont on va parler aujourd'hui ressemble à ça. Donc ça, c'est une image de synthèse. On ne le voit pas en couleur. D'ailleurs, on ne le voit pas à l'œil nu. Je vais vous le dire maintenant. C'est un être vivant qui fait en moyenne 0,5 mm, donc c'est pas visible à l'œil nu. C'est obligatoirement visible au microscope, mais au microscope, on ne le voit pas en couleur, avec d'aussi jolies couleurs. Ça, c'est vraiment une image qui a été faite sur l'ordinateur à partir d'une image de microscope. Donc, on va passer à la première question. Donc, première question, qu'est-ce que le tardigrade? Donc, attention. Alors, petit a, est-ce que c'est un insecte? Petit b, est-ce que c'est un animal? Petit c, est-ce que c'est un acarien, pardon? Et petit d, est-ce que c'est une plante? Alors, on a beaucoup de B, un petit peu de C. D'accord. Alors. Ah, d'accord. Petit changement de dernière minute. Il n'y a pas de problème. Alors, du coup, c'est un animal. Malgré sa toute petite taille, c'est vrai qu'on pourrait facilement croire que c'est un acarien ou un insecte, mais non, c'est un animal. Voilà, il a
Comme on peut le voir sur ce magnifique schéma de phylogénie, le tardigrade est un cousin éloigné des arthropodes. Donc oui, il est assez proche des acariens et il est aussi petit qu'un insecte, même plus petit que les insectes, pardon. Mais non, le tardigrade est un animal. Le tardigrade est comme nous. Il a des cellules qui fonctionnent. Il a plusieurs cellules qui fonctionnent tout ensemble, qui ont un vrai organisme, malgré sa toute petite taille et le fait qu'il ne soit pas visible à l'œil nu, comme les animaux qu'on connaît, évidemment. Ensuite. Alors là, on vous a mis une petite vidéo qui fonctionne. Voilà. Ça, c'est donc Julie qui a eu l'occasion d'en observer au microscope avec l'école de l'ADN mardi, donc qui organise des petites sessions pour pouvoir observer les tardigrades. Voilà, vous avez l'occasion d'en voir un, et comme on peut le voir comme on l'a expliqué juste avant, c'est pas l'image exacte qu'on a au début, mais voilà, c'est ce qu'on peut voir au microscope. Et petite précision, comme on peut le voir, il patine un petit peu, il a un petit peu de mal à avancer. Le surnom du tardigrade, c'est le marcheur lent. Voilà, c'est un des animaux qui est le plus lent, même sans parler de sa taille. Ce qui est sûr, c'est que si on veut l'attraper, on n'aura pas de mal à lui courir après. On l'appelle aussi l'ourson d'eau. Vu que ça a une petite tête d'ourson. Donc pour la question numéro 2 maintenant, où est capable de vivre le tardigrade? Pardon. Donc dans le désert, dans l'eau, dans l'espace, ou alors réponse D, en forêt. Donc on vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Alors, ça hésite. Donc on a du D, du B, et du B, du BD, et du C, et du A. Alors il y a des tournages de pancartes, parce que donc effectivement, en fait, on peut les retrouver partout. J'avais dit qu'il y avait quelques petits pièges. Donc en fait, on va pouvoir les retrouver vraiment partout sur la planète Terre. Donc on va en retrouver dans tout type de paysages, que ce soit les déserts, les forêts ou encore les fonds marins. Donc ils vont juste avoir besoin en fait d'eau pour être en activité, mais ils peuvent survivre en fait dans tout type de lieux. Et c'est pour ça que donc à l'école de l'ADN ici, on peut vraiment en trouver. Voilà, vous allez vous balader en forêt, on les voit pas, mais ils sont partout. Ensuite, prochaine question. Alors, prochaine question. Le tardigrade est capable de résister à la température minimale de... Alors, moins 20 degrés. Oui. J'ai une question concernant la question d'avant. Vous avez dit dans l'espace, il me semble que dans l'espace, ils ont été envoyés, mais ils n'étaient pas dormants, ils étaient en dormance. Oui. On y reviendra ça juste après. Mais oui, en effet, ils survivent dans l'espace, mais pas sous sa forme naturelle. Mais oui, en effet. Donc, est-ce qu'il est capable de survivre à une température minimale de moins 20 degrés, moins 150 degrés, moins 280 degrés ou moins 340 degrés? Il y a plus de doutes. Il y a un peu de tout, là. Il n'y a pas la réponse D. D'accord. OK. Du coup, il peut survivre à une température de moins 280 degrés. Voilà, donc c'est une température très basse. Alors, s'il peut survivre à une température aussi basse, c'est grâce justement à son état de dormance, comme vous avez précisé, donc, qui s'appelle la cryptobiose. Donc la cryptobiose, donc c'est la capacité du tardigrade à se mettre son métabolisme en pause, sa vie en pause. Il clique sur pause, comme on peut cliquer sur une série. Alors nous, dans le cadre de notre projet, on a surtout étudié l'anhydrobiose. Donc c'est lorsque le tardigrade se vide totalement de son eau pour pouvoir mettre sa vie en pause. Et s'il peut mettre sa vie en pause, c'est à cause de stress environnemental. Donc quand il va sentir que la température dans son environnement baisse énormément ou monte énormément également, il va se vider de son eau et son métabolisme va arriver à un taux de 0,01%. C'est pas le seul être vivant sur cette terre à pouvoir le faire. Les rotifères en sont également capables. Les rotifères ne sont pas des
les mêmes animaux ne sont pas de la même espèce. Et donc, grâce à la cryptobiose, il peut également survivre à plus 150 degrés Celsius. Il peut survivre à des radiations. Voilà, donc, à Tchernobyl, les tardigrades qui étaient présents il y a plusieurs années ont survécu. Il est également capable de survivre à des pressions extrêmement fortes. C'est pour ça qu'il est aussi trouvé dans l'eau. Et oui, du coup, il peut, grâce à la cryptobiose, survivre dans l'espace, comme on l'a dit tout à l'heure. Et du coup, petite précision, c'est qu'on dit qu'il peut survivre jusqu'à 150 degrés, parce qu'en fait, au-delà de ça, tout simplement, la matière organique brûle. Donc, c'est plus pour ça qu'il ne pourra pas survivre. Voilà, donc voici l'image d'un tardigrade donc sous sa forme active. Il vit, il marche, il fait sa petite vie. Et là, il est tout recroquevillé. Il s'est vidé de son eau. Voilà, on dirait un petit peu un fruit sec. Mais du coup, c'est comme ça qu'il survit à ces températures, à ces conditions extérieures très dangereuses. Pour la question 4. Combien de temps le tardigrade peut survivre dans son état de cryptobiose, donc comme on vous l'a expliqué juste avant. Donc, est-ce qu'il peut rester sous cette forme sèche, on va dire, pendant 8 mois, pendant 2 ans, pendant 17 ans ou pendant 30 ans? Petite question. Donc, pour la plupart, c'est la réponse D. Et effectivement, c'est la réponse D. Donc, 30 ans, en fait, c'est le plus vieux tardigrade qu'on a retrouvé sous cette forme-là. Mais en fait, on n'est pas du tout sûr que ça ne soit pas plus. C'est le score maximum, on va dire. Et après, peut-être qu'on en retrouvera encore qui sont en cryptobiose depuis encore plus longtemps. Mais donc, il peut rester 30 ans en cryptobiose. Et déjà, ça va dépendre un petit peu aussi des différentes espèces de tardigrades. Le tardigrade donc, peut rester 30 ans en cryptobiose, mais par contre, sa durée de vie active, elle est minime. En fait, on va être entre 1 an et 3 ans selon certaines espèces. Donc, en fait, la plupart de son temps de vie va être en cryptobiose. Donc, il va être plus en dormance qu'autre chose. Pour la question 5. Alors, prochaine question. Alors, est-ce que le mécanisme de cryptobiose est impossible chez les humains? Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, est-ce qu'il est impossible pour l'humain de se mettre en cryptobiose? Oui, alors c'est vrai que c'est impossible pour l'humain naturellement de se mettre en cryptobiose pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, bon alors on va vous. Donc voici une cellule humaine sous forme de schéma. Non, explique. C'est que j'ai pas encore parlé des protéines. Voilà, c'est que du coup aujourd'hui il y a 4 protéines qui ont été identifiées chez le tardigrade qui aident le tardigrade à survivre à la cryptobiose, et c'est des protéines qui ne sont pas retrouvées chez l'homme. Donc on a DSUP qui protège l'ADN, CAHS qui protège l'intérieur de la cellule, SAHS qui protège l'extérieur de la cellule et MAHS qui protège les mitochondries à l'intérieur des cellules, qui permettent la respiration de la cellule. Voilà. Et du coup, ça, c'est des protéines qui ne sont absolument pas produites par les cellules humaines. Donc, on ne peut pas rentrer en cryptobiose et on ne pourrait pas survivre à la cryptobiose. Voilà, donc c'est grâce à ça que le tardigrade tient ses pouvoirs. Donc, ce ne sont pas vraiment des super pouvoirs, c'est vraiment juste ces cellules qui sont extraordinaires. Mais du coup, c'est impossible chez l'humain parce que on ne possède pas les capacités de produire ces cellules-ci, malheureusement. Donc, question 6 maintenant. Ces 4 protéines sont transférables chez l'homme. Donc oui, elles sont transférables, mais sans modification génétique. Oui, mais avec cette fois-ci des modifications génétiques. Oui, grâce à une greffe de cellules. Ou tout simplement, non, c'est pas possible de transférer ces protéines-là chez l'homme. Donc, nous avons des réponses.
Donc on a beaucoup de non, c'est impossible. On a des oui avec des modifications génétiques ou on a un oui sans modification génétique. Eh bien oui, c'est possible sans modification génétique. Et en fait, c'est là la base de notre projet, donc de M2. Donc on va vous expliquer un petit peu maintenant. Donc en fait, les protéines dont on vous a présenté tout à l'heure, elles sont faites donc grâce à l'ADN. L'ADN qui est une carte en fait qui va permettre la création de ces protéines-là. Et à travers de nombreuses études, il y a des laboratoires qui ont convenu, qui connaissent en fait la séquence d'ADN qui est responsable de la production de ces 4 protéines. Donc on connaît en fait la carte de lecture de ces 4 protéines. L'ADN ensuite, il va se mettre sous forme d'ARN messager, pour pouvoir être lu par un petit lecteur, on appelle ça un ribosome, et être traduit ensuite en protéines. C'est vraiment une traduction, on va avoir un code qui va être traduit après en acides aminés qui se collent et qui font des petites protéines. Et donc, en fait, on va pouvoir, nous, notre projet, c'était de prendre ce brin d'ARN et en gros de le transférer à des cellules humaines. Donc, c'est un petit peu ça le projet. Donc, on va avoir une cellule de tardigrade qui contient de l'ARN qui a donc là, c'est un brin d'ADN. Hein. Un ARN, en fait, c'est vraiment la même chose, sauf qu'on va avoir un simple brin, pas 2 brins. Et donc, en fait, injecté, en vulgarisant un petit peu, dans des cellules humaines. Et ensuite, en fait, les cellules humaines ont la carte de lecture et peuvent ensuite produire ces protéines-là. Et l'ARN qu'on a injecté juste avant, vu qu'il ne fait pas partie, en fait, c'est pas le matériel génétique de la cellule humaine, il va être détruit comme tout contenant comme un objet extérieur, en fait. Et donc, à la fin, on aura la production de ces protéines-là, sur un certain temps, du coup, c'est ça l'idée, et plus d'ARN à la fin. Pour vous donner une petite idée dans le cours du temps, on va dire, c'est un petit peu ce qui est fait avec les vaccins du Covid-19, en fait. Ça va être de l'ARN qui va être injecté, puis dégradé dans le corps humain. Et donc, en fait, voilà, à la fin, on a les 4 protéines qui pourraient donc, comme on vous l'a dit, protéger l'extérieur de la cellule, les mitochondries, l'ADN et le cytoplasme. Le cytoplasme qui est le liquide qu'on retrouve à l'intérieur d'une cellule. Ok, donc question 7. Alors, où est-ce qu'ont été envoyés les tardigrades ? Là, du coup, on a une petite idée. Donc, est-ce que c'est dans les fonds marins ? Est-ce que c'est petit B sur la Lune, sur la Station spatiale internationale ou à Tchernobyl ? Il y a quand même plusieurs types de réponses différents. Je vois que c'est un peu mitigé. Oui. Alors du coup, les tardigrades ont été envoyés sur la Lune. En 2019, des centaines de tardigrades ont été envoyés sur la Lune, justement pour voir si, en cryptobiose, ils étaient capables de survivre au vide spatial, parce qu'on le sait, nous, sans combinaison, on est incapable de survivre sur la Lune ou dans l'espace en général. Eh bien, les tardigrades ont la capacité de survivre en cryptobiose sur la Lune. Donc, encore une capacité extraordinaire que nous n'avons pas. Alors, évidemment, ils sont capables de survivre qu'en cryptobiose. S'ils ne sont pas en cryptobiose, comme tout animal et comme tout être vivant, ils ne survivront pas sur la Lune. Voilà. Mais donc, il y a encore des tardigrades sur la Lune Oui. en ce moment même. En ce moment où nous parlons, depuis le 2019, ils survivent en cryptobiose sur la Lune. Comment ils sont étudiés sur la Lune, justement, si c'est pas une station ? Alors, je pense qu'il y a des capteurs et toutes les machines je pense que c'est surtout des capteurs qu'ils ont envoyés, parce que oui, il n'y a pas d'astronautes qui sont partis avec eux. Mais j'imagine que sur la station justement spatiale internationale ou ce genre d'endroit, ils doivent pouvoir suivre quand même, parce que c'était une expérience qui venait de cette station-là. Donc, Transférer ces protéines pour révolutionner quel domaine ? Donc, les greffes d'organes, l'industrie agroalimentaire, la cosmétique ou encore les voyages spatiaux.
Donc on a du A et du D. Un peu de C aussi. Un peu de DA. Et donc en fait pour cette question c'était encore une question piège où ces 4 domaines pourraient être révolutionnés par l'avancée et les pouvoirs extraordinaires du tardigrade. Donc nous on va vous parler un petit peu moins de la cosmétique parce que c'était pas forcément notre projet initial. Nous on s'est beaucoup intéressé donc à la greffe d'organes, l'agroalimentaire et les voyages spatiaux. Donc concernant la conservation d'organes, on s'est intéressé un petit peu aux chiffres. Donc on peut voir que c'est un domaine qui touche pas mal de personnes. Donc on a par exemple 4417 personnes transplantées en 2020, 500 personnes qui n'ont pas d'organes et restent sur liste d'attente et au final en décèdent. Pour vous donner une idée, 8 heures, c'est le temps de conservation maximal d'un foie. Et enfin, on a 24 000 personnes en attente d'une greffe d'organes en France en 2020. Donc pourquoi le tardigrade pourrait aider à faire évoluer ces chiffres dans un bon sens? Donc comme je vous l'ai dit, 8 heures, c'est le temps de conversation, excusez-moi, maximal d'un foie. Pardon. Donc ça, c'est juste grâce, en fait, pour l'instant, on va avoir la conservation basique, on va dire classique, ça va être uniquement grâce à de la glace, où ces organes vont être transportés donc, dans plus des bacs de glace. Après, il y a de plus en plus aussi de recherches au niveau de... Donc c'est au niveau de créer une circulation sanguine, en fait, pour continuer à faire vivre l'organe en dehors d'un corps humain. Et donc, nous, notre solution, ça serait donc, à partir du moment où l'organe a été prélevé, d'injecter, en fait, ces séquences d'ARN et déshydrater l'organe. Comme ça, en fait, l'organe a encore le temps donc, de produire ces cellules-là, ces protéines-là, pardon. Les protéines sont produites au sein de l'organe. L'organe serait déshydraté. Et vu que l'organe est déshydraté, il va faire comme un tardigrade, en fait, et il va s'endormir, se mettre en cryptobiose, ce qui nous permettrait, en fait, de conserver des organes sur un temps théorique assez très long, quoi. Comme on le disait, les tardigrades, ils peuvent rester 30 ans en cryptobiose. Donc l'idée, ça serait de pouvoir les conserver autant de temps, en fait, qu'on veut, et donc avoir plus de stock, en fait, d'organes et avoir une plus grande facilité aussi à pouvoir greffer les organes et ne pas choquer l'organe avec un transport rapide, avec une greffe rapide, avec tout ce genre de choses qui peuvent aussi provoquer des rejets par la suite à endommager l'organe. On avait fait un petit sondage donc, pendant notre projet où on s'intéressait déjà aussi à la population, savoir si seriez-vous d'accord d'être greffé avec un organe qui a été conservé sans l'aide de modification génétique. Et donc on était sur un 90% de oui. Donc c'était intéressant de savoir aussi ce qu'en pensaient les gens, savoir si se faire greffer un organe qui a été mis en dormance comme ça, est-ce que ça pouvait peut-être freiner un petit peu les gens. Ensuite, sur la conservation de fruits et légumes résistants. Là, on est sur un petit peu une autre manière de faire parce que, comme vous l'avez remarqué, cette fois, on a mis un brin d'ADN. Donc, ça va être l'ADN qui contient les séquences des protéines. Donc, ça va être l'ADN, ça, c'est une cellule végétale et qui va ensuite créer des plantes résistantes et ça serait des champs résistants à la sécheresse. Ça ferait des champs résistants à la sécheresse. Pour ce cas-là, en fait, on va être obligé de mettre de l'ADN parce qu'on ne peut pas prévoir quand le légume va être en manque d'eau, en fait. L'idée, là, c'est d'avoir un légume qui, quand on est en période de canicule, et on le voit de plus en plus avec le réchauffement climatique, ça cause énormément de dégâts donc, sur l'agroalimentaire, là, s'il y a une période de sécheresse pendant je ne sais combien de temps, le légume, il serait en dormance encore et il ne serait pas pénalisé par le manque d'eau. Il ne pourra pas continuer à évoluer, mais il attendra tout simplement de l'eau. Et donc là, on ne peut pas faire avec de l'ARN, parce que l'ARN, donc, ça va juste produire des protéines sur le coup. Et là, on ne peut pas savoir, en fait, quand on va planter nos pousses de légumes, quand est-ce que le légume il va être en manque d'eau. Donc il faut qu'il soit prêt à pouvoir être protégé à n'importe quel moment. Ce projet-là, c'était celui qui nous freinait un petit peu aussi, on va dire, parce que les OGM sont encore interdits en France pour la plupart. Il n'y a que très peu d'OGM qui sont autorisés en France.
Mais après, ça nous intéressait tout de même parce qu'on se dit que c'est des choses qui peuvent encore énormément changer. Parce que les OGM, ça fait peur aux gens, mais au final, il y a énormément de tests en fait, qui vont être réalisés en laboratoire pour être sûr que le végétal ne va pas être dangereux pour la santé humaine. Et aussi, les OGM, au final, c'est pas autorisé en France, mais c'est autorisé dans énormément de pays. Donc voilà, on se disait que si on arrivait à développer ce produit-là, ça ne serait pas la France qui en serait les premiers consommateurs, mais voilà, il y en avait derrière aussi. On a quand même demandé aussi donc, aux gens, pourriez-vous acheter des légumes issus de culture in vitro, pardon. Et on a été quand même assez surpris que 81% de personnes n'étaient pas contre la consommation de légumes issus de culture in vitro. Donc voilà, on se dit que aussi en France, c'est en voie d'évolution. Ça, c'était juste un petit schéma, une petite BD qu'on avait fait, donc pour expliquer, voilà, on voulait vous la montrer. Donc c'est que le tardigrade, il peut résister, voilà, à tout ça, donc le froid, la déshydratation, la chaleur, les pressions, grâce à l'ADN, et que donc cet ADN, on voulait le mettre dans des pousses de plantes, de légumes, pour qu'ensuite le petit champ avec le tardigrade puisse résister à toutes sortes de périodes caniculaires, contrairement à d'autres champs qui sécheraient durant ces périodes-là. Ensuite, donc concernant la cosmétique, comme l'a dit Colline, c'est un domaine qu'on connaît beaucoup moins parce qu'on ne l'a pas étudié au cours de cette année. Mais on sait que les cellules tardigrades, même après 30 ans en cryptobiose, elles sont intactes. Le tardigrade, quand il se réveille de sa cryptobiose, c'est vraiment comme si rien ne s'était passé. Il est exactement comme il était quand il s'est endormi. Donc forcément, si on arrivait à mieux comprendre ce mécanisme et comment est-ce que ces protéines permettent de maintenir les cellules parfaitement comme elles étaient avant, et qu'on pouvait les utiliser contre, par exemple, le vieillissement de la peau ou ce genre de choses, ça pourrait faire des crèmes un peu révolutionnaires. Encore une fois, c'est théoriquement possible, et il faut des années et des années d'études, il faut beaucoup de recherches, même de recherches cliniques, voilà, sur même des peaux qui sont faites in vitro, etc. Mais c'est clairement possible puisque le tardigrade le fait. Donc si les cellules sont transférables, comme on vous l'a dit, chez l'homme, ça pourrait théoriquement faire des crèmes miraculeuses contre le vieillissement de la peau. Et ensuite, pour finir, comme on l'a dit, le tardigrade survit dans l'espace quand il est en dormance, ce qui est incroyable puisque nos astronautes actuellement ne peuvent pas le faire. Et donc, dans un futur encore plus lointain, parce que c'est vraiment à une très grande échelle, on pourrait mettre en pause métabolique et endormir les astronautes qui veulent voyager. Ça réglerait énormément de problèmes puisqu'on le sait, nous, on est protégés des rayons du soleil et des radiations par notre couche d'ozone qui nous protège. Dans l'espace, il n'y a pas de couche d'ozone, donc tous les astronautes qui sont justement, notamment dans la Station spatiale internationale, ils sont exposés à ces radiations et ça a de nombreuses conséquences sur leur organisme sur le long terme. Et aussi le problème du temps. On ne peut pas voyager sur Mars, sur Jupiter en claquant des doigts, c'est à des millions d'années-lumière de chez nous. Et pour découvrir l'espace, ce serait très intéressant de pouvoir aller jusque-là. Donc si on pouvait endormir nos astronautes grâce à la cryptobiose, le temps du voyage, ça réglerait le problème des radiations et du temps. Évidemment, on parle de dizaines et dizaines d'années d'études, c'est à l'échelle humaine, donc il faudrait éthiquement que beaucoup de lois passent, etc. C'est vraiment juste une théorie que si ça fonctionne, ça pourrait nous aider à partir à la découverte de l'espace. Ensuite, question 9. Combien de temps faudrait-il pour développer un traitement pour les astronautes ? Alors, non, c'est pour les organes. Donc, oubliez le mot astronaute. Donc, combien de temps faudrait-il pour développer un traitement pour les organes ? À votre avis, est-ce que ce serait 2 ans, 6 ans, 11 ans ou 15 ans ? Alors, je vois un B, après c'est beaucoup de C et de D. Oui, c'est ça. Alors, il faudrait 15 ans minimum, si tout se passe bien. Donc, comme on peut le voir, donc ça c'est vraiment comme si on partait d'aujourd'hui, qu'on se disait, OK, à partir d'aujourd'hui,
on fait des recherches et on veut absolument que les organes entre le donneur et le receveur soient conservés pendant longtemps. Alors voilà, déjà il faudrait entre 2022 et 2023 un an de recherche bibliographique parce qu'on ne se lance pas dans un projet scientifique comme ça. Il faut faire beaucoup de recherches, savoir de quoi on parle, savoir ce qui a déjà été fait, parce que ce qui a déjà été fait n'est plus à faire, donc c'est très utile pour les recherches. Ensuite, il faudrait minimum 5 ans pour tester sur les cellules. Il faut que le protocole soit parfait juste sur une seule cellule, que ça fonctionne parfaitement, que les taux de rendement soient suffisants pour qu'on puisse ensuite passer sur les rats. Encore une fois, pareil, dès que sur les rats c'est au point, il faudra au moins 3 ans. Ensuite, sur les porcs, il faudrait encore 3-4 ans. Et ensuite, on pourrait faire les tests sur les premiers organes. Encore une fois, si toutes les expériences se profilent parfaitement et correctement, on peut passer 6 ou 7 ans sur les cellules au lieu de 5. C'est vraiment aléatoire. Quand on travaille sur le vivant, malheureusement, on ne peut pas le prévoir. Donc ça, c'est si tout se passe bien. Il faudrait minimum 15 ans avant que les tests sur les organes commencent. C'est que du coup, en laboratoire, en fait, si une fois l'expérience va marcher, on ne peut pas du tout en conclure que c'est bon, c'est validé. Il faut le refaire pour être sûr que ça n'a pas bien marché parce que peut-être les UV... Parce que là, donc, le principe des tests sur les cellules, c'est donc d'injecter l'ARN et ensuite de mettre ces cellules-là, de les déshydrater et de les mettre en stress, par exemple, avec les UV. Et voir ensuite, en les réhydratant, si les cellules ont survécu. Parce que généralement, sous UV, on va avoir des mutations et les cellules, en fait, ne vont pas survivre aux radiations. Donc là, c'est notre objectif, en fait, de faire ce genre d'expérience-là sur les cellules. Et donc voilà, si... au bout de 6 mois d'expérience, on voit que ça a marché, il faut le refaire pour être sûr que, avec ce principe-là, il n'y avait pas en fait juste les radiations qui n'ont pas bien marché. Vraiment, il faut le faire un bon nombre de fois pour valider ces résultats-là. Et après, le porc, c'est un animal qui est choisi de beaucoup de laboratoires car il va avoir de grosses consonances communes avec l'être humain, tout simplement. Question 10, ça va être notre dernière question et c'est plus une question ouverte. Donc, auriez-vous d'autres idées d'application grâce à cette technologie? Donc, ça, c'est à vous de... J'ai repris le micro, donc si vous avez des idées, je vous laisse le temps de réfléchir. Et comme on enregistre, voilà, je vous demanderai d'utiliser le micro, s'il vous plaît. Voilà. Les futurs chercheurs, les futurs scientifiques. Ou peut-être vous avez des questions sur des applications dont on a parlé, sur le principe du laboratoire. Ou après là, c'était une question ouverte pour savoir si vous aviez, si ça vous avait évoqué d'autres domaines d'application qu'on vous a présentés. Après, sinon, si vous avez des questions en général sur ce qu'on vient de vous présenter, le tardigrade, n'hésitez pas. Il faudra juste demander le micro, du coup. Merci. Donc oui. Après, voilà une première question. Je voudrais savoir à partir de comment vous pouvez déterminer qu'il est resté en dormance pendant X années, le tardigrade. Avec le carbone. Le carbone, en fait, c'est avec le carbone qu'on peut déterminer les fossiles, ce genre de choses, en fait. Et ça va être le même principe. On sait que le tardigrade vit en moyenne entre 1 et 3 ans. Et grâce justement au carbone qu'on a trouvé dans le tardigrade, on a vu que ça faisait plus de 30 ans qu'il était là. On en a conclu que ça faisait plus de 30 ans qu'il était en cryptobiose parce que sinon, il n'aurait pas pu vivre aussi longtemps, en fait. On a aussi pu voir donc, que c'était un animal qui était même présent avant les dinosaures. Vraiment, il est très, 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 très vieux. Il a vraiment survécu à tout. Il peut être un indicateur de changement climatique. Oui, parce que si on a trouvé... Voilà, il met en état de pause. Peut-être il y avait un moment, le climat, la météo a changé. Je ne sais pas, j'imagine. Oui. Oui, c'est vrai que s'il était, alors il faudrait peut-être le modifier un petit peu, parce que là aujourd'hui il se met en cryptobiose quand il atteint des températures très élevées. Donc c'est vrai que c'est des températures où nous-mêmes on ne va pas survivre. Donc si on voit que le tardigrade se met en cryptobiose, techniquement on ne devrait plus être sur Terre. Parce que nous, on ne pourra pas y survivre. Mais oui, si le tardigrade est modifié, du coup, il faudra le modifier génétiquement.
et on observe que le tardigrade se met en cryptobiose, c'est que oui, effectivement, on a encore pris des degrés et que ça pourrait être un indicateur pour le réchauffement climatique, oui. Merci. Théoriquement, c'est possible. Une autre idée? Et sur Terre, là, je me dirige aussi vers ma collègue de l'ADN, on les récolte où? Alors, vu qu'ils sont invisibles à l'œil nu, dans les sous-sols, dans les sous-bois Oui, alors techniquement, ils sont un petit peu partout. Alors c'est vrai que dans le désert, je ne saurais pas te dire où est-ce qu'on peut le trouver. Mais en tout cas, mardi, c'était de la mousse que Laurence, ici présente, avait trouvée dans une forêt dans le Cantal. On en a trouvé plein. Donc voilà, si devant chez vous, il y a de la mousse dans votre cour, sur votre balcon, théoriquement, alors c'est pas vrai tout le temps, mais théoriquement, si vous mettez sous un microscope avec un peu d'eau, vous pourriez trouver des tardigrades. C'est possible. Oui, parce qu'on a dit tout à l'heure du coup qu'on pouvait en trouver partout, mais leur lieu de prédilection, c'est quand ça va être humide en fait. Donc on peut en trouver dans le désert, comme on a dit, parce qu'ils peuvent survivre à ce genre de température et à la déshydratation sous forme de cryptobiose, mais c'est pas là où on va en trouver le plus souvent. C'est dans les lieux un petit peu humides, comme voilà les forêts ou la mousse, où là où vous avez vraiment de la chance. Oui, souvent dans le désert, on les trouve sous cryptobiose parce que ça fait un moment qu'ils sont là. C'est à côté d'une oasis qui a été déshydratée, tout ça, mais c'est beaucoup plus rare que oui en forêt où c'est très humide ou à côté d'étangs ou ce genre de choses. Attendez. C'est plus une question. Est-ce que vous savez comment il passe en cryptobiose et comment il sort de la cryptobiose, comment il fait pour expulser son eau et pour ensuite éventuellement en reprendre et redevenir éveillé? Alors, comment il fait pour expulser son eau? J'avoue que je crois que c'est vraiment juste toutes ces cellules qui éjectent du coup les molécules d'eau à travers... Dans la paroi des cellules, on a des... Il y a des pores en fait. Il y a des pores qui permettent l'expulsion de l'eau. Je pense que c'est juste comme ça qu'il expulse. Et en fait, les 4 protéines dont on vous a parlé, elles sont présentes en permanence dans les cellules du tardigrade, mais elles sont sous forme désordonnée. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas être actives. Elles sont inactives tout le long de la vie du tardigrade. Et dès que les molécules d'eau sortent des cellules, ça les active. Elles se réordonnent et là, elles permettent la protection des cellules. Donc c'est comme ça que du coup, il se maintient, vu qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Et ensuite, il va revenir en cryptobiose quand les conditions vont redevenir favorables, entre guillemets, et que les cellules vont pouvoir avoir de l'eau. Donc par exemple, comme on disait, les tests, si on les déshydrate, les cellules, et qu'elles ont les protéines, elles vont se déshydrater. Dès qu'on va remettre de l'eau, ça va les réhydrater et elles vont se dire « Ah, c'est bon, je peux revenir ». Donc les protéines qui étaient actives vont redevenir inactives et c'est comme ça qu'il revient à la vie. Enfin, il est toujours vivant, mais entre guillemets. Et du coup, comme on vous a montré tout à l'heure, il y a une des protéines où son rôle, ça va être de remplacer en fait l'eau qu'il y a dans la cellule. Ça va être juste de compléter à la place du cytoplasme pour conserver en fait tous les organites qu'on va avoir dans la cellule. Et ce phénomène, c'était observé uniquement chez les tardigrades ou il y a d'autres Alors, il y a les rotifères aussi qui savent le faire. Alors là, je ne saurais pas expliquer. Je sais que ce n'est pas les mêmes protéines qui ont été identifiées chez le rotifère. Parce que le rotifère, du coup, c'est pas, enfin, il fonctionne beaucoup. Enfin, le tardigrade ne fonctionne pas du tout comme l'humain. C'est vraiment, on est vraiment sur. Mais il est quand même plus proche de l'humain que le rotifère, puisque le rotifère, c'est pas un animal. Oui, ça a été identifié, mais je crois que c'est pas les mêmes protéines. Et ces découvertes, c'est récent ou pas, là, qu'on a trouvé ces protéines chez le tardigrade? Oui, le tardigrade, il est très mystérieux encore. Il y a beaucoup de... On se doute qu'il y a plus que 4 protéines qui permettent la survie en cryptobiose, mais on ne les connaît pas encore. Il y a des articles qui sortent tous les mois aujourd'hui où on découvre encore de nouvelles choses. Vraiment, le tardigrade, c'est très récent, c'est très nouveau. Il y a une dizaine d'années, on savait à peine comment est-ce que ça fonctionnait et que la cryptobiose existait chez cet animal. Donc oui, on connaît pas très bien le... Du coup, il y a des choses qui sont connues, donc comme les 4 protéines, c'est grâce à des expériences qui ont été faites avant qu'on sait que ces 4 protéines, c'est celles qui sont responsables normalement de la protection de la cellule. Elles n'ont jamais été testées en fait ensemble dans une cellule humaine, mais il y a déjà eu exactement le même principe que nos expériences, mais on va transfecter en fait juste une partie de l'ARN qui fait une protéine dans une cellule et jamais les 4 parce que c'est assez lourd. Et donc nous, notre objectif, c'était vraiment de faire rentrer les 4 pour avoir la concordance en fait de ces 4 protéines.
Mais après, voilà, en fait, nos résultats d'expérience, c'est soit ça fonctionne et c'est génial et on continue, soit ça ne fonctionne pas et ça veut dire qu'il manque une pièce du puzzle et c'est pas que ces 4 protéines-là qui sont responsables de cette protection-là, quoi. Et il reste encore un truc qu'on n'a pas encore découvert. Oui, parce que c'est vrai qu'on a toutes les 4 protéines ont déjà été transférées seules chez les cellules humaines et tout fonctionnait parfaitement. Juste, du coup, ça permettait pas de protéger complètement puisqu'elles sont toutes complémentaires. Donc, D'accord. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été menés dans quel laboratoire de recherche en France, à l'étranger C'est beaucoup le Japon. ouais, il y a beaucoup de Japonais qui travaillent dessus. Nous, notre projet, du coup, il a été repris par une équipe de l'INSERM à Poitiers qui travaille sur la conservation d'organes. Ils ont beaucoup adhéré à notre projet et du coup, ils l'ont intégré à leur équipe de recherche. Et 2 de nos collègues que vous avez vus sur la photo du début ont été pris en stage pour leur master 2 là-bas, donc ils vont pouvoir continuer le projet. Donc c'était pas ce qu'on souhaitait faire au début, mais c'est quand même incroyable que l'INSERM ait cru en notre projet et veuille le faire perdurer. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Et dans les milieux marins, vous arrivez à les déterminer comment, à les trouver? Ils sont auprès de crustacés, de coquillages, ou directement dans le sable? Alors, vu qu'on les trouve, les algues, on les trouve vraiment à des profondeurs un peu extrêmes. Donc, ça m'étonnerait que ce soit... je sais pas. Exactement, je ne sais pas comment ils ont pu déterminer le fait qu'il y en a partout. Mais vu qu'on peut les retrouver à des profondeurs assez importantes, je pense qu'ils sont un peu seuls dans ces endroits-là et qu'il n'y a pas forcément des crustacés ou des algues aussi avec eux. Mais oui, au fin fond des océans, là où, parce qu'encore une fois, il y a arrivé à une certaine pression, ils survivent plus parce que c'est une pression qui fait éclater les cellules. Évidemment, comme avec la température, au-delà de 150 degrés, juste les matières organiques prennent feu. Mais sinon, je pense que oui, ils sont juste seuls. Après, il y en a sûrement dans les algues, Oui, aussi, oui. là où nous, on peut y avoir accès. Mais je pense que c'est plutôt ça. Et vous avez une idée de leur cycle de vie, de quoi ils se nourrissent, comment ils interviennent dans l'écosystème, quelle est leur place dans le vivant? Je ne sais pas s'ils ont... Ah oui, là j'avoue qu'on a beaucoup étudié les cellules, mais pas tellement leur cycle de vie. Je ne sais pas si Laurence a une réponse à nous donner, parce qu'elle connaît bien les tardigrades aussi. En fait, il y a plein d'espèces différentes de tardigrades. On a trouvé plus de 1000 espèces pour l'instant, Voilà. et on en soupçonne encore beaucoup plus. Et donc, certains ceux que nous on trouve au laboratoire se nourrissent de mousses. C'est pour ça aussi qu'on les trouve beaucoup dans les mousses. Donc, on va dire plutôt végétariens. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent être carnivores, carrément. Ils peuvent même se manger entre eux. Hein. Donc, voilà. Après, je ne connais pas le cycle de... Enfin, ils pondent des œufs. Ils pondent des œufs. La femelle va déposer ses œufs dans une mue. Elle va muer, déposer ses œufs. Et puis, le mâle va venir féconder les œufs en extérieur. Enfin, de l'espèce que nous, on a vue en laboratoire, ça se passe comme ça. Voilà. Alors, nous, on ne les étudie pas. En fait, nous, l'école de l'ADN, on en a fait notre vedette d'un atelier scientifique. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, moi, je m'y suis intéressée un petit peu plus. Et je les récupère, donc je vais les chercher dans la mousse. Et je les mets dans des petites boîtes. Et c'est comme ça que j'ai réussi aussi à avoir une mue. J'ai réussi à avoir une femelle qui déposait ses œufs. Enfin, voilà, j'ai vu différentes choses. Mais je ne les étudie pas en profondeur, donc je ne suis pas non plus une spécialiste du tardigrade. Ouais. Oui, mais c'est très mignon. C'est vraiment adorable à voir. Franchement, si un jour vous voulez en voir, venez aux ateliers. C'est Invisible Biodiversité, c'est la star de notre atelier à la fin. Voilà. Et la semaine dernière, nous étions... en fait, il y avait un artiste qui était en résidence à l'Espace Mendès France, et cet artiste... a pour but de monter une pièce de théâtre où le principal acteur sera un tardigrade. Grandeur nature, humaine. Voilà, mais ça risque d'être très intéressant. Donc, surveillez les plaquettes dans un an. Normalement, il devrait
venir jouer sa pièce de théâtre sur le tardigrade. Et on a fait des vidéos, on a réussi à faire des vidéos de cryptobiose. Chose que je n'avais jamais vue en vrai, et c'est vraiment spectaculaire, vraiment. De le voir, il rentre très 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 vite en cryptobiose. On l'a vu en déshydratation, et on l'a soumis aussi à une source de chaleur. Ouais. Et c'est impressionnant. On le voit vraiment, il bouge, et puis à un moment donné, on va voir qu'il va se figer et se rétrécir. Il va prendre cette petite forme de tonneau, là où il est comme un accordéon, en fait. Il rétrécit. Et c'est aussi grâce à ça qu'il arrive à survivre. C'est parce qu'il rentre en cryptobiose tellement rapidement très vite. Que la chaleur, ouais. le manque d'eau, etc., ça l'empêche pas, ça le tue pas, en fait. Voilà. Parce que la cryptobiose, c'est quasiment instantané, en fait. Et c'est aussi une particularité qu'on n'a pas chez les hommes, c'est que vu que les protéines sont déjà présentes, mais inactives dans la cellule, ça se fait très vite. Nous, chez l'homme, souvent, quand notre cellule, elle sent qu'il y a un petit stress, elle se dit « Ah, ok, donc il faut qu'on produise telle protéine pour nous aider, etc. » Alors que là, vraiment, c'est instantané parce que les protéines sont déjà là au cas où. Et c'est grâce à ça qu'il a survécu. Contrairement aux dinosaures, il a survécu à tout, en fait, grâce à ça. Alors évidemment, il a évolué depuis. Hein. Il n'est plus pareil qu'à l'époque des dinosaures, mais c'est grâce à ça qu'il a réussi à vivre aussi longtemps. Ouais, c'est vraiment impressionnant à voir. Franchement, j'étais bluffée. Hein. Et puis après, donc on le voit se mettre en cryptobiose. Et dès qu'on a remis de l'eau, on l'a réhydraté, et il est ressorti de sa cryptobiose comme par magie. C'est vraiment un animal très très spectaculaire. Eh bien, écoutez, merci. Je vais laisser donc nos deux conférencières continuer leur itinéraire, leur recherche. Voilà. Et puis, rendez-vous dans quelques années avec de nouvelles, je veux dire, projets, de nouveaux. Voilà, tout est à faire, tout est intéressant. Donc, merci encore et puis bonne fin de journée. Merci à vous d'être venus et d'avoir participé au jeu. Merci beaucoup.